Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 5 novembre 2020 et les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore tout à fait de président, mais ils ont un Donald Trump qui gesticule beaucoup. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, qui va gagner si c'est Biden? Que va devenir le Trumpisme? Ses idées survivront-elles au sein du Parti républicain? À ce jour, totalement acquis à sa cause. On fait le point ce soir avec nos journalistes Mathieu Magnodex et Célia Mebroukine en Pennsylvanie, à Philadelphie, et avec Alexis Buisson à New York, et avec nos invités, l'historienne Sylvie Laurent, bonsoir, et le journaliste Harrison Stetler. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 24, saison 2. Sylvie Laurent, c'est votre dernière de la semaine. On tient bon. Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis et prof à Sciences Po, Harvard et Stanford. Harrison Stetler, bonsoir. Vous êtes américain et normalement, on va vous voir dans l'écran. Est-ce qu'on est en ligne? Oui, Harrison Stetler, bonsoir. Vous êtes américain, basé en France, journaliste, et vous avez chroniqué la campagne pour Mediapart. D'abord, Harrison, une question que je pose aux citoyens américains que vous êtes. Comment est-ce que vous avez vécu ces 2 derniers jours, comme ça, à distance? Alors, je pense surtout à l'année, au cycle électoral 2016, où c'était 5 semaines après que je suis arrivé en France. Et d'une certaine manière, j'ai eu l'impression de revivre la même soirée. Mais il paraît que, bien sûr, il ne faut pas proposer quoi que ce soit sur les résultats. Mais j'ai l'impression de vivre la même soirée ou le même quelques jours, sauf si la chance était tombée ou sur la pièce était tombée sur l'autre côté. La chance avait juste basculé d'une manière très infime sur l'autre côté. Bon, il faut voir ce qui se passe, mais pour moi, j'ai un peu une impression d'avoir déjà vécu ce qui s'est passé. Une impression de déjà-vu. Vous restez avec nous, on vous retrouve juste après. On va faire un grand détour en Pennsylvanie. Alors, d'abord, le point sur les États gagnés par Biden depuis hier. Donc, on est 2 jours après l'élection, on est toujours dans l'attente. Ça commence à se préciser. Si on voit la carte des États-Unis, on se rend compte que donc, Biden a gagné les États clés du Michigan et du Wisconsin. L'Arizona est considéré comme remporté par le démocrate selon l'agence AP, Associated Press. On attend la Géorgie d'une heure à l'autre, mais aussi plus tard le Nevada, la Caroline du Nord et bien sûr la Pennsylvanie. En ce moment donc, les bulletins de vote sont en train d'être comptés. N'en déplaise donc à Donald Trump qui, une fois de plus, a tweeté en lettres capitales, histoire qu'on l'entende bien, arrêtez de compter. Dans plusieurs États, des électeurs et des militants républicains sont bien d'accord avec lui et tentent le tout pour le tout en empêchant le décompte. C'est quoi? Voilà, et en Pennsylvanie, on a carrément eu droit à une mise en scène avec un casting de choix, grosse opération de communication. Le fils de Donald Trump, Eric Trump, a débarqué hier à Philadelphie pour crier à la fraude, flanqué de l'inénarrable Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président, l'homme de tous les mauvais coups, et disons-le, un escroc notoire. Et tel père, tel fils, Eric Trump a déroulé la rhétorique trumpiste. And we've declared victory in Pennsylvania. We're up by 400,000 votes. With 86% of the precincts in. 86%. We have Republican votes still coming in from Trump country. And the Democrats know that the only way that they could win this election is to cheat in Pennsylvania. And we've seen it from day one. We found ballots in drainage ditches. They're not letting our poll watchers watch the polls. They're not letting them inside. We are going to file suit in Pennsylvania. It's a shame that we have to do that. It's the last thing that we wanted to do. It's the last thing my father wanted to do. But this is rampant corruption, and it can't happen. It simply can't happen. It's not fair. This isn't democracy. Alors on retrouve tout de suite Mathieu Magnodex avec Célia Mebroukine à Philadelphie, devant le Philadelphia Convention Center, où a lieu le comptage des bulletins, de centaines de milliers de bulletins de vote. Et Mathieu, je vois que l'ambiance monte heure après heure.
Oui, c'est une ambiance assez dingue. Ici, on est devant le centre des congrès de Philadelphie. Derrière moi, dans ce bâtiment, c'est là qu'a lieu le décompte des votes. Il reste actuellement des centaines de milliers de votes à dépouiller ici en Pennsylvanie, des votes arrivés par correspondance. Et en effet, l'ambiance, elle est assez électrique. Ici, je vais me déplacer un petit peu et on va voir ici, voilà, sur ma droite, les militants anti-Trump. Ils chantent, ils dansent depuis ce matin. Count every vote, comptez tous les bulletins de vote. Ils sont assez joyeux et ils viennent très souvent, il y en a une trentaine, mais ils font beaucoup de bruit, je peux vous assurer. Et la musique est à fond. Parfois, ils viennent au contact, ici au milieu. Vous voyez qu'il y a des barricades qui ont été mises en place de chaque côté pour isoler par la police, des barricades isolées par la police pour isoler les supporters de Trump et les supporters anti-Trump. Et là donc en face, les supporters de Donald Trump aussi, une trentaine, un peu moins bruyants, peut-être un petit peu plus concentrés, mais inquiets évidemment de ce qui peut se passer ici en Pennsylvanie. Et eux, ils sont vraiment opposés au recompte actuel. Ils veulent que, comme Donald Trump l'a dit, comme tu l'as dit Valentine, que tout s'arrête maintenant et qu'on déclare Donald Trump vainqueur en Pennsylvanie. Parmi eux, on a rencontré une femme ce matin, elle s'appelle Cheryl et elle était là très tôt ce matin, elle n'a pas dormi de la nuit, cette supporter de Donald Trump, très inquiète de ce qui pourrait se passer, et elle nous a dit pourquoi elle est venue ici. Can you tell me why are you here today? You needed this, you said. I did. Because they're trying to steal an election. That's why I'm here. To make sure that every legal vote counts, not every vote. They keep crying every vote. No. Every legal vote should be counted. Joe Biden did not win this election. What does it mean, every legal vote? You should be an American citizen. Only American citizens should vote. Everyone gets one vote. One vote per You citizen. think people voted several times? Oh God, yeah. How do you know that? They have, well, it's convenient how in the middle of the night they stopped counting the ballots. And Trump was up. Trump was way up. And all of a sudden they stopped counting the ballots in several states. And then conveniently, about, in the middle of the night, over 100,000 votes come in for Biden. That was pretty convenient. What they're doing is telling everybody, oh, we're still counting the ballots. It's so close, to make people really think it's that So close. you mean there should not be any mail-in ballots authorized? There should be. But there was a pandemic this year. Maybe people voted. This was all planned. They've been Like the planning pandemic was planned? Absolutely. First of all, it's a coronavirus. This is all nonsense. If you can go to the store and you can go to the beach, you can go to the polls and vote. Merci Mathieu. Tu es à Philadelphie avec Célia Mebroukine. On te retrouve a priori lundi à la rédaction. Sauf contretemps. À voir. À très bientôt. Bonne journée Valentine. Prenez Juste pour soin te de dire vous. ici Oui. que quand même la tension elle n'arrête pas de monter et qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc probablement que ces gens-là qu'on voit derrière nous d'un camp et de l'autre, ils vont rester là toute la journée pour suivre ce décompte qui encore une fois se déroule assez tranquillement en fait, contrairement à ces images derrière nous. Oui, merci Mathieu. Justement, on va le voir ce contre-champ. Voilà, l'excitation à l'extérieur. Et si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, eh bien le décompte se passe très calmement. Voilà, donc on a des employés, tout ce qu'il y a de plus banal, qui comptent des bulletins de vote, tout ce qu'il y a de plus banal. Ça, ce sont des images, Sylvie Laurent, qui sont diffusées, c'est des images officielles, diffusées par les autorités de Pennsylvanie. C'est donc transparent, c'est accessible à tous. Et pourtant, la femme qu'on a entendue, la supportrice de Trump, Cheryl, elle n'y croit pas. Elle ne croit pas que le décompte se fait de façon légale, réglementaire, en bonne et due forme. Non, en effet, et on peut dire très clairement que son raisonnement relève de la théorie du complot. C'est-à-dire, il faut appeler les choses très clairement. Elle pense, comme des millions de gens qui soutiennent Donald Trump, que les démocrates, alliés avec les minorités, les subversifs et autres ennemis de l'Amérique, sont en train de voler l'élection. Et d'ailleurs, vous avez remarqué à sa première intervention, elle dit « on essaie de voler mon élection, ma voix ». Et elle précise que seulement les votes légaux ou les votes des citoyens américains doivent être comptés. Sous-entendu pour elle, il y a les Américains qui sont dignes de voter et les autres.
autres. Ce qui me semble néanmoins extrêmement intéressant dans cette interview, c'est que vous avez là peut-être une des grandes clés de cette élection derrière cette femme, cette Cheryl. Cheryl est peut-être le secret de la presque réélection de Trump. C'est une femme blanche. Or, aujourd'hui, ce que l'on sait des grands équilibres démographiques qui sous-tendent cette élection, c'est qu'après 4 ans de présidence de Donald Trump, les femmes blanches ont voté davantage pour Donald Trump en 2020 qu'en 2016. On entend beaucoup là, j'entends la petite musique monter sur le rôle des minorités. Non, la réalité, c'est que autant de Blancs ont soutenu Donald Trump en 2016 et en 2020, qu'ils aient des diplômes ou qu'ils n'en aient pas, mais que les femmes, après 4 ans d'une présidence dont on peut dire de façon un peu euphémistique qu'elle était sexiste, pour dire misogyne, on peut même aller jusque-là. Eh bien, les femmes blanches ont soutenu davantage Donald Trump en 2020. Et l'une des raisons, c'est cette espèce d'atmosphère conspirationniste, traditionnaliste, de fondamentalisme à la fois religieux et nationaliste, dont nous parlerons plus tard, qui me semble extrêmement bien illustrée par cette jeune femme qui n'est pas du tout marginale, pas du tout une illuminée, pas du tout une espèce de folle furieuse. Elle est tout à fait représentative de cette nouvelle base du Parti républicain. Et comme on le disait hier, c'est pas la redneck, tatouage, bouteille de bière à la main, comme on en a le fantasme ici en France parfois dans les médias. À vous, Sylvie Laurent, et à Harrison Stetler qu'on va retrouver, qui je crois est avec nous, le voilà. Trump gesticule dans tous les sens, essaie de sauter sur tout recours possible en appelant à la Cour suprême, mais j'imagine qu'on ne claque pas des doigts et qu'on n'en appelle pas à la Cour suprême comme ça. Oui, surtout, bien sûr, ça montre d'une certaine manière juste le recours aux mesures, aux stratégies antidémocratiques que prennent le parti républicain. Et en fait, ce terrain a été préparé depuis plusieurs mois, donc c'est quand même presque inévitable qu'on entend ces histoires aujourd'hui de procès déjà à voir en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie. Donc, c'est tout à fait... Il n'y a pas des précédentes. Même en 2000, on peut dire qu'en Floride, c'était plus justifié de voir un procès en ce qui s'est passé dans le cycle électoral de 2000. Mais là, ça fait partie presque explicitement du stratégie du Parti républicain de réduire les votes et de bloquer la victoire de Biden. On entend que la base, on l'a entendu dans ce reportage en Pennsylvanie, que la base, que les électeurs, les militants sont derrière Trump, sont là pour l'appuyer. Est-ce que les figures du parti aussi, est-ce que le parti aussi tout entier va faire bloc derrière lui, Sylvie Laurent? Oui, très certainement. Très certainement, d'autant que le Sénat reste à majorité républicaine et que les sièges qui ont été gagnés par les sénateurs républicains l'ont été à l'issue de campagnes qui ont été des campagnes de soutien absolu à la candidature du président Trump. C'était déjà le cas pendant les midterms. Et donc, bien sûr que les républicains ont tout à gagner à suivre la ligne du président qui est, je le rappelle, populaire à près de 85% auprès des républicains, qu'il s'agisse de l'establishment ou des militants. Donc ce serait une opération suicidaire de se désolidariser de Donald Trump alors même qu'il est celui qui tient le parti ensemble. Donc quand on entend par exemple le patron des sénateurs républicains, Mitch McConnell, qui a été réélu, dire avec certes des pincettes qu'on ne peut pas dire qu'on a gagné, qu'il ne faut pas parler comme ça, comment est-ce qu'il faut le prendre? Je sais ce que vous allez me répondre, Sylvie Laurent. De demander à notre invité, mais moi je sais très bien qu'il essaye d'apparaître, mais c'est son grand jeu, Mitch McConnell, comme le raisonnable de la bande, qui en contrebande en réalité depuis 4 ans est celui qui pousse pour les mesures les plus drastiques et les plus contraires à ce qui a été l'esprit du Parti républicain. Je rappelle qu'il a quand même présidé au refus de la majorité républicaine de donner aux Américains qui avaient été licenciés une aide sociale supplémentaire pour les aider juste à manger. C'est quand même juste ça, Mitch McConnell, entre autres choses. Harrison Stetler, vous ne croyez pas à la sincérité de ceux qui aujourd'hui se désolidarisent, très légèrement d'ailleurs, de Donald Trump? Oui et non. Je comprends tout à fait pourquoi on parle du fait pourquoi on met Trump tellement en avant lorsqu'on parle du visage actuel du Parti républicain, mais en même temps, la majorité dans les mains du Parti républicain, ça, d'une certaine manière, ça permet au parti
ça pourrait aussi, dans une autre hypothèse, ça pourrait permettre au parti d'une certaine manière, prendre les distances du président, puisque la majorité républicaine encore au Sénat, ça figerait le processus législatif à Washington pour les années à venir. Et bien sûr, Trump, il incarne toutes les formes du conservatisme aujourd'hui, mais il est tout aussi, je pense, s'il y a une autre figure qui pourrait incarner le Parti républicain, c'est Mitch McConnell. Donc, c'est pour ça que les résultats ce soir pour les républicains sont aussi mitigés. Bien, une défaite pour Trump, c'est une chose, mais garder le Sénat, ça pourrait aussi permettre d'une certaine manière aux élites du parti de reprendre la main, je pense. De reprendre la main c'est pas pour dire que la suite serait plus démocratique, mais juste ça pourrait devenir d'une certaine manière de tourner la page. De tourner la page, et en même temps, cette page n'a pas été tournée pendant les 4 ans. C'est-à-dire que pendant les 4 ans où Trump était président, les républicains, ceux qui étaient importants, Mitch McConnell et d'autres, ne se sont jamais désolidarisés de ce que pouvait dire ou faire Trump. Oui, certes. C'est aussi dû au fait qu'il était au pouvoir. La base électorale du parti soutient complètement le président. Donc, avec un tel figure à la Maison-Blanche, il n'y a pas moyen que tel ou tel député, tel ou tel sénateur se lance vraiment vivement des critiques à l'égard du président. Mais et je disais ça ne pas pour forcément calmer les esprits. Je pense qu'il y a autant de... Je pense que la deuxième grande histoire de la soirée, c'est le Sénat. Et, justement, oui. on va y venir, on va en parler avec on va parler de l'avenir du Parti républicain, on va poursuivre, mais sur le Sénat, on va rejoindre à New York notre correspondant Alexis Buisson. Alexis, donc il y a deux aspects qu'on va voir avec toi. Salut Alexis, tu es apparu dans notre écran. D'abord, la bataille judiciaire que tente de faire jouer Donald Trump, elle se joue aussi ici à New York. Elle se passe dans la rue. Et hier, tu y étais. Il y avait pas mal de manifestations aussi à New York. Oui, tout à fait, Valentine. Bonjour. Il y avait 500 personnes notamment dans les rues de New York le long de la 5e avenue de Manhattan pour demander effectivement que tous les votes soient comptés. C'est le même mot d'ordre qu'on voit aujourd'hui à Philadelphie et dans d'autres villes américaines, alors que la campagne de Donald Trump a initié des poursuites en justice dans différents États clés. Vous voyez d'ailleurs 2 des personnes rencontrées à cette manifestation à New York, des manifestants qui assimilent les méthodes de la campagne de Donald Trump à celle d'un dictateur ou d'un leader autoritaire. À noter que le groupe avec lequel j'ai marché était très mélangé, avec notamment un contingent très important de seniors qui se déplaçaient notamment en déambulateur. Il y avait même des fauteuils roulants qui avaient été mis à disposition pour ces manifestants très âgés. C'est important à souligner parce que les seniors sont une population à risque dans le contexte du Covid, comme on le sait, et descendre dans la rue, était plus important que le virus. Il s'agissait, selon eux, de protéger la démocratie. Alors les dépouillements continuent pour la présidentielle, mais aussi pour le Congrès. Congrès très important puisque le président a besoin des 2 chambres pour gouverner. Et quelle est la tendance aujourd'hui et si Joe Biden devient président, est-ce qu'il pourra gouverner avec des républicains majoritaires au Sénat comme cela semble se profiler ? C'est effectivement toute la question. Alors, au niveau des tendances, il semblerait effectivement que la Chambre des représentants reste démocrate. Les votes sont toujours en train d'être dépouillés. En revanche, il ne parviendrait pas à reprendre le Sénat, dont 1/3 des sièges étaient renouvelés donc le 3 novembre. Je rappelle qu'il faut 51 sièges pour obtenir la majorité au Sénat, et les Républicains aujourd'hui en ont 48. Les démocrates 46, et il y a également 2 sièges qui sont détenus par des indépendants, selon l'Associated Press. Il reste donc 4 sièges à déterminer, et tous les yeux se tournent notamment vers la Géorgie, où 2 sièges de sénateurs sont en jeu. On sait déjà que l'un de ces sièges ne sera pas décidé avant le mois de janvier, car aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des votes dans cette élection. Et il est possible également que l'autre élection de Géorgie connaisse le même sort. Donc vous voyez que le suspense pour le contrôle du Sénat risque de se poursuivre. Pour ta deuxième question, Valentine, sur
comment un président, Joe Biden, gouvernerait avec une majorité républicaine au Sénat. On a déjà un peu parlé, mais c'est vrai qu'il a mis en avant à plusieurs reprises le fait qu'il avait travaillé dans le passé comme sénateur avec Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, qui a été réélu en effet, qui est vu comme la bête noire des démocrates pour plein de raisons. Alors, avec Mitch McConnell, Joe Biden, s'il est élu, devra donc mettre en avant tous ses talents d'homme de compromis, de négociateur pour travailler avec lui. La question, moi, que je me pose, c'est effectivement, est-ce que les autres élus républicains auront envie de travailler avec Joe Biden? On a vu avec cette élection présidentielle que Donald Trump reste très fort, son emprise sur le parti républicain reste très forte, et donc on peut très bien voir comment des sénateurs républicains ou même d'autres élus républicains voudraient rester en quelque sorte dans le giron de Donald Trump. Si Joe Biden avait remporté cette élection haut la main, on serait dans une conversation complètement différente. Il faut aussi voir que Joe Biden subira, s'il est élu, la pression de l'aile gauche du Parti démocrate, qui est incarnée par Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, et il n'est pas sûr que les républicains soient très prêts finalement à accepter des mesures qu'ils jugent radicales dans le domaine de la santé ou de l'environnement, par exemple. Un dernier point peut-être sur les chambres, si elles sont de bords politiques différents, et on le voit aujourd'hui, ça rend le travail législatif très compliqué. Il y a beaucoup de propositions de loi, notamment des mesures de soutien aux personnes qui sont affectées par le Covid ou aux entreprises qui sont bloquées du fait de désaccords politiques, et on risque effectivement de se retrouver dans la même configuration pendant au moins 2 ans. Merci Alexis, tu es à New York, on te retrouve ici dans À l'air libre et également on te lit dans Mediapart. Bonne journée à toi à New York, à bientôt. Si on se retrouve avec un Sénat républicain, donc des républicains qui sont confortés dans leur position, en réalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire notre positionnement ultra-conservateur, ça marche, on le garde puisqu'on a été réélu. Tout à l'heure, Harrison Stetler disait Trump était président, c'était difficile pour les huiles du parti de s'opposer à lui. Mais est-ce que cette adhésion qu'il semblait dire être de circonstance, en réalité, est-ce qu'elle n'est pas de conviction ? C'est-à-dire, est-ce que le Parti républicain peut survivre à Donald Trump ? Ouais, et est-ce que le Parti républicain n'est pas ultra-conservateur ? Et Trump l'était, il a fait infuser ses idées, mais ça convient à tout le monde. Alors, il faudrait définir 2 choses. Il faudrait définir ce que vous appelez être ultra-conservateur, et il faudrait définir le Trumpisme. Je ferai la proposition suivante. J'ai un petit peu le sentiment que le problème de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur du Trumpisme. C'est-à-dire que si on définit le corpus conservateur de son programme lorsqu'il a été élu en 2016, rappelez-vous, c'était la remise en cause du Parti républicain tel qu'il avait toujours été. Néolibéral, élitiste, tourné vers le marché, ancré dans la mondialisation et la globalisation, et formé d'une espèce de petite élite qu'il appelait l'establishment. Et il y a eu une espèce de sous-texte populiste dans la campagne de 2016 qui a attiré à lui beaucoup de gens qui voulaient la réindustrialisation des États-Unis, un État fort, qui voulait mettre fin aux rapports élitistes que le Parti républicain pouvait avoir avec les élites de l'argent, par exemple. Cette espèce de populisme de droite qui a soutenu, qu'on retrouvait chez Steve Bannon, par exemple, il a à peu près disparu dans les 24 heures qui ont suivi l'élection de Donald Trump, qui a finalement fait une politique républicaine très classique, néolibérale, de politique favorable aux plus riches, de baisse des impôts pour les entreprises. Les multinationales fleurissent sous Donald Trump, les investissements en Chine. Il a fait un petit peu de mercantilisme, il est vrai, mais qui n'a en rien remis en cause la ligne très classique du Parti républicain, d'une politique néolibérale classique. Donc la question est de savoir, est-ce que le Parti républicain, après Trump, renouera avec cette fibre de populisme de droite sans les outrances traditionnalistes et la guerre des valeurs telle qu'incarnée par Trump, ou est-ce qu'il reviendra à une certaine posture de centre-droit favorable au milieu des affaires, alors que le Parti républicain est lui-même poussé par sa base. On parle de la base du Parti démocrate qui pourrait pousser Joe Biden. Mais si un Parti républicain, dont McConnell deviendrait le visage, reprend une ligne classique de néolibéralisme, d'exemption fiscale pour les plus riches, et avec peut-être un petit peu de guerre avec la Chine pour faire comme si on faisait encore du Trumpisme, il existe une base républicaine incarnée par toutes les Cheryl des États-Unis qui, un petit peu comme en 2010 au moment du Tea Party,
elle, veut du violent, veut du radical, veut du fondamentalisme religieux, veut de cette dérive sectaire incarnée par Donald Trump, une hostilité résolue à l'immigration, une haine des progrès sociaux tels que le mariage homosexuel, la présence des immigrés, la prise de parole et de pouvoir des Noirs et des gens de couleur. Et donc la question est, est-ce que le Parti républicain va continuer sa dérive vers une droite identitaire, puisqu'il est à peu près clair aujourd'hui que le Parti républicain est le parti de l'homme et de la femme blanche, ou bien est-ce qu'il va devenir une espèce de parti qui tentera de garder un équilibre centriste et dont une partie insurrectionnelle, populiste, Tea Party, une espèce de groupe de frondeurs extrémistes se détacheront de lui pour peut-être pousser à sa droite ou peut-être créer quelque chose de particulier. En tout cas, il y a beaucoup de gens déçus du Trumpisme, non pas parce qu'il a été trop raciste ou trop sexiste ou trop hostile aux immigrés, mais parce qu'il n'a pas fait assez de populisme économique. Et donc peut-être qu'il y aurait cette espèce de nouvelle fibre au sein du Parti républicain. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un parti âgé. Plus de 60% des militants républicains ont plus de 50 ans, que c'est un parti blanc à 80%, un parti religieux, et que la question est de savoir, est-ce que ça va devenir une espèce de secte religieuse nationaliste, ou bien est-ce que le Parti républicain a encore autre chose à proposer au reste du pays? Alors, en parlant de secte, on va regarder une séquence pour aborder cette question religieuse qui, à ce stade, en tout cas, est au centre et au cœur du Parti républicain. On va regarder une séquence qui nous a, disons, laissé perplexes ici au bureau. C'est le prêche de Paula White. Elle est pasteur évangélique. Elle prêchait hier et surtout, elle est la conseillère spirituelle de Donald Trump. Ce n'est pas n'importe qui. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus from South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa, from South America. Angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Fika hata anda ata ora bata rata ande eke manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. Voilà, donc ça peut avoir l'air loufoque comme ça, mais c'est très sérieux, puisqu'en fait, c'est cette personne qui conseillait Donald Trump, qui parlait avec Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump écoutait ce que cette personne avait à lui dire. Alors c'est un peu trompeur, des images comme celle-ci, c'est grotesque, elle est clownesque. Et, peut-être une autre figure qui serait un pendant de Paula White. Elle est grotesque, je suis bien d'accord avec vous, mais elle est prise au sérieux par Donald Trump, cette femme. Je ne sais pas. En tout cas, en nommant une évangélique comme conseillère spirituelle, il a fait un très bon calcul, puisque les évangéliques ont voté pour lui à plus de 80% en 2016, à nouveau là à près de 80%, et que c'est la base la plus solide. Les chrétiens blancs, qu'ils soient protestants, born-again évangéliques ou qu'ils soient catholiques, soutiennent Donald Trump. Donc il envoie, la stratégie fonctionne. Il envoie le message, quelqu'un qui n'est pas comme Donald Trump, qui est divorcé, qui n'a jamais été religieux de sa vie et qui a beau répéter qu'il aime la Bible, n'est pas du tout dans cette culture-là, donne des gages à un électorat. Mais je m'apprêtais à dire qu'une autre femme a un visage beaucoup plus avenant et beaucoup plus raisonnable, et pourtant pas moins fondamentaliste religieusement, qui est Amy Coney Barrett, qui est nommée à la Cour suprême et qui est la 6e juge catholique de la Cour suprême, ultra-conservateur, ce qui me permet de dire que oui, cette figure-là de Paula White peut faire sourire, mais que la réalité, c'est que la dérive fondamentaliste des États-Unis, elle se traduit concrètement, très calmement, entre gens bien, pas du tout hystériques. Et je vous en donne un exemple. Alors que nous sommes en train de parler, la Cour suprême est en train de décider, j'avais fait allusion hier, dans le cas qui s'appelle Fulton versus Philadelphia, on revient à la Pennsylvanie, le cas que j'avais évoqué, est-ce que les associations religieuses qui sont mandatées par la ville de Philadelphie pour placer les enfants maltraités dans les familles ont le droit de discriminer contre les couples homosexuels. Les associations religieuses de Philadelphie ont décidé que c'était contre leur conscience religieuse de confier les enfants à des couples homosexuels. C'est discriminant, c'est illégal, et le cas est en train d'être saisi par la Cour suprême. Et les échos que nous en avons, c'est que, à rebours du premier amendement qui protège contre le fait qu'une religion soit favorisée sur les autres, eh bien peut-être que les organisations fondamentalistes religieuses catholiques de Philadelphie auront le soutien de la Cour suprême contre l'idéal séculier des fondateurs de la nation américaine. Et ce qui se passe à la base du Parti républicain, c'est que ce fondamentalisme religieux-là devient l'alpha et l'oméga. Que des gens comme William Barr, l'actuel ministre de la Justice, des gens comme les tout proches Newt Gingrich, un certain nombre de proches de Donald Trump, parlent de la loi naturelle. Ils veulent imposer la loi religieuse aux
au-dessus de la loi séculière. On parle beaucoup en Europe du fondamentalisme lorsqu'il vient de loin. Les États-Unis sont en train de vivre un tournant fondamentaliste religieux. Près de 68% des Américains considèrent que les anges existent. Les chrétiens pensent que le diable est une personne, que les catastrophes naturelles pour 50% des Américains sont une vengeance contre, par exemple, le mariage homosexuel. Et cette profonde lame de fond de fondamentalisme religieux explique le succès des théories conspirationnistes de QAnon, qui n'est autre que quelque chose qui est né dans les cercles évangéliques, etc., et qui participe de ce que la présidence de Donald Trump a normalisé. Et donc, en effet, beaucoup de républicains qui ont fait des études peuvent considérer qu'ils sont embarrassés, mais eux aussi sont pour les valeurs familiales, contre les droits des homosexuels et des minorités, et pour le fait que la Bible préside beaucoup plus que la Constitution à la vie des Américains. Mais ça, c'est pas nouveau, en fait. On peut montrer une archive. On se souvient de Sarah Palin. Sarah Palin, déjà en 2013, ancienne gouverneure d'Alaska, qui était le ticket de McCain face à Obama en 2008. Elle incarnait cette Amérique ultra-catholique et fondamentaliste. I put my life in God's hands at that time. This was a moment, an actual... Yeah, it was an actual moment. How old were you? I was about 12, yeah. I remember calling out to God and saying, I believe you, because I see God in my surroundings up there in Alaska, really. It's hard to escape it. And realizing, again, that my Creator would have purpose for me, because there's purpose in everything. So often, Jake, I find myself on my knees calling out to God for assistance, for help, for encouragement. Alors j'ai dit ultra-catholique, je voulais dire évangélique. Quand on entend ça, alors là elle parle de sa foi personnelle, mais c'est aussi ce qui a été mis en avant au moment où elle le disait, y compris dans la politique qu'elle ambitionnait de mener. Oui, elle a été assez pionnière, Sarah Palin, dans la construction de ce visage qu'on va beaucoup retrouver, puisque beaucoup de nouvelles élues conservatrices ressemblent à ça, de la femme, mère de famille, ultra-religieuse, et qui, au nom de son statut de femme blanche républicaine, s'oppose à l'avortement, évidemment, qui est le grand cheval de bataille, s'oppose à un certain nombre de lois, telles que je l'ai évoqué, les unions homosexuelles, mais aussi l'immigration, mais aussi l'interdiction de la prière à l'école, mais aussi l'égalité raciale. Et en fait, on se rend compte que cette religiosité blanche, qui est loin de rester dans les cercles peu éduqués du Sud, là aussi c'est un lieu commun, c'est quelque chose qui traverse absolument tout le pays, peut devenir ce qui reste des conservateurs et du parti républicain. C'est-à-dire que si les républicains ne sont plus d'accord sur trickle-down economics, c'est-à-dire simplement on donne de l'argent au monde du business, on fait de la mondialisation et on essaye d'avoir une politique d'immigration qui soit raisonnable pour pouvoir avoir suffisamment de prolétaires à exploiter, s'ils ne peuvent plus trouver d'accord là-dessus, le plus petit dénominateur commun, ce sera la dérive fondamentaliste, parce que de plus en plus, c'est que ce qui vient de la base, comme espèce de réaction viscérale au sentiment de devenir une minorité. Trump leur a donné le sentiment qu'il allait protéger cette Amérique traditionnelle, blanche, chrétienne, qui devient une minorité et qui, parce qu'elle perd du terrain, perd son monde connu, est en train de se radicaliser. Et Joe Biden devra composer avec s'il est élu. Merci Sylvie Laurent, restez avec nous. Il n'y a pas que l'élection américaine sur Mediapart, il y a plein d'autres choses à lire le 24 heures. Je vous recommande, si vous n'êtes pas encore passé sur le site, d'y faire un tour. Je vous recommande les infos de Pascal Pascariello sur les violences policières perpétrées par la CSI 93. Elle publie des extraits du rapport de l'IGPN qui révèle par exemple qu'un interpellé a reçu des coups de pied à la tête, de taser, que son blouson a été couvert de matière fécale et un faux PV a été fait pour masquer ces violences. De son côté, Ilyes Ramdani raconte le passage en force du gouvernement pour faire voter la prolongation de l'état d'urgence. Alors que les députés y avaient inclus une clause de revoyure en première lecture, le gouvernement, en minorité dans l'hémicycle, a utilisé la procédure dite de la réserve des votes, un nouveau coup à la démocratie représentative. Enfin, le nouveau numéro du Crieur, la revue de Mediapart et des éditions La Découverte, est arrivé. Au sommaire, entre autres, cet article d'Ingrid Merckx sur le spectacle vivant au temps du coronavirus, un point sur cette grande victime de l'épidémie. Le Crieur n'est pas dans toutes les bonnes librairies puisqu'elles sont fermées, mais il est disponible à la
commande. À l'air libre, semaine américaine, c'est fini. Merci à Harrison Stetler qui était en ligne avec nous. Merci Sylvie Laurent de nous avoir accompagnés et permis de mieux comprendre ce qui se joue. À très bientôt sur ce plateau et dans le journal. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve lundi avec un peu des États-Unis quand même, assurément. D'ici là, rendez-vous demain avec Fabien Escalona et Romaric Gaudin pour un entretien avec l'économiste et députée européenne Aurore Lalucq sur la sociale écologie. Samedi, notre documentaire vous transportera à Berlin en 2009, 20 ans après la chute du mur, pour suivre les pas de Hans Narva, ancien bassiste d'un groupe légendaire d'Allemagne de l'Est. Soirée documentaire, je dirais, nostalgique. Bonne soirée, bon week-end à tous sur Mediapart. À lundi.